Nous reprenons, nous terminons notre journée d'audition avec une audition importante, celle de Monsieur Pascal Lamy, commissaire européen pour le commerce de 1999 à 2004, et puis surtout ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce de 2005 à 2013. Monsieur Lamy, je vous remercie de vous être déplacé et je vous présente encore une fois, au nom de l'ensemble des députés de la commission, nos excuses pour ce retard, mais nous avons commencé l'après-midi avec une audition de Greenpeace et de L214. Et voilà, nous avons pas mal débordé, ce qui nous a fait prendre beaucoup de retard sur la suite. Je tiens à préciser que vous n'avez pas été en charge directement au long de votre carrière européenne et internationale de sujets agricoles, quoique nous allons y arriver. Mais la question du commerce international et du libre-échange est omniprésente dans les discussions agricoles et notamment dans les débats agricoles nourris qu'il y a en France depuis le mois de janvier. Et donc de façon tout à fait naturelle et d'ailleurs transpartisane, nous avons souhaité vous auditionner pour à la fois vous poser des questions sur votre vision du rapport entre agriculture, commerce international, libre-échange, que vous nous fassiez peut-être aussi part de votre expérience, à la fois à la Commission européenne et à l'Organisation mondiale du commerce, de comment se sont passées ces discussions à la fin des années 90, durant les années 2000 et 2010, et puis peut-être aussi que vous nous fassiez part de votre expertise, parce que ces questions font parfois l'objet de beaucoup d'idées reçues, et donc vous, comme praticien aussi de tous ces sujets, il serait peut-être intéressant que vous nous expliquiez de façon plus concrète comment tout ça se passe, les négociations internationales, et puis bien sûr les impacts que cela a s'agissant des sujets d'agriculture. Monsieur Lamy, je vous laisserai la parole dans quelques instants pour un propos introductif de 10 à 15 minutes maximum. Vous choisissez si vous l'utilisez ou pas. Avant toute chose, je dois vous rappeler que, vu que vous êtes citoyen français, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous inviterai donc à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Merci beaucoup, Monsieur Lamy. Vous avez la parole pour 15 minutes maximum. Merci beaucoup. Bien, merci Monsieur le Président. Merci de m'avoir convié à vos travaux. Et sans doute courez-vous avec moi un peu moins de risque de déborder que ce n'est le cas avec Greenpeace ou L124. Alors je vais m'exprimer ici à plusieurs titres. Les titres que vous avez mentionnés, auquel je rajouterai ma position de directeur de cabinet de Delors pendant 10 ans, un moment où la politique agricole commune a connu de grands changements, et puis effectivement ensuite comme commissaire au commerce, et puis comme DG de l'OMC. Ça, c'est le passé. Il y a un présent, qui est d'abord ma position de vice-président de l'Institut Jacques Delors de Bruxelles, qui s'appelle Europe Jacques Delors, et qui a d'ailleurs répondu de manière extrêmement détaillée au questionnaire que votre commission a envoyé l'année dernière. Cette réponse a été faite dans le détail en juillet dernier. Et donc, inévitablement, on va retrouver quelques parentés. Et puis, par ailleurs, comme président du conseil d'administration de l'Institut international de la recherche sur les politiques alimentaires, qui est le principal centre du réseau international qui s'appelle CGIAR dans la langue de Shakespeare, et qui est un réseau de recherche agricole et agronomique d'une quinzaine de centres, à peu près 10 000 chercheurs. Et la base de ce réseau est à Montpellier, en France. Et donc je passe effectivement pas mal de temps sur ces questions au plan mondial. Alors, je vais consacrer ce bref propos introductif à un survol rapide du sujet agroalimentaire, en commençant par le monde,
en zoomant sur l'Europe et enfin sur la France, dont j'ai bien compris, et c'est parfaitement naturel, que c'est votre objet principal. Mais c'est vrai aussi que c'est probablement des trois niveaux entre monde, Europe et France, celui où mon niveau d'expertise est le moins profond. Alors, en résumé, et je vais prendre ces trois niveaux successivement, je dirais que le principal défi dans l'ordre agroalimentaire au niveau du monde, c'est la sécurité alimentaire, qu'au niveau européen, c'est la soutenabilité environnementale du modèle agroalimentaire européen, et enfin que le principal problème français, tel que je le vois, c'est un problème de compétitivité de la filière agroalimentaire. J'énonce ce que sont, à mon avis, les principaux défis, ce n'est pas les seuls, ils se combinent avec d'autres, mais c'est ainsi que je me résumerai, en quelque sorte. Alors, en commençant par le plan mondial, les grands problèmes des systèmes agroalimentaires au plan mondial tiennent aujourd'hui aux pressions croissantes et parfois contradictoires auxquelles ils sont soumis. Quatre, pour faire très simple et très bref: démographique, climatique, géopolitique et sanitaire. Ce sont les quatre grands sujets où les attentes de ceux qui doivent bénéficier de systèmes agroalimentaires performants se concentrent. Et c'est cette combinaison dont je pense qu'il définit le problème de la sécurité alimentaire dans le monde à venir, et notamment pour la partie la plus mal nourrie de la population de la planète. C'est comment, dans ces conditions de pression croissante, de difficultés croissantes, assurer suffisamment de sécurité alimentaire. Et en termes, disons, très généraux, je pense que la réponse réside au niveau macro-mondial, si je puis dire, dans un équilibre difficile à trouver entre l'ouverture et la protection. Il y a de bonnes raisons de penser qu'un système agroalimentaire mondial performant a besoin de beaucoup d'ouverture, besoin de marchés internationaux profonds, notamment pour fournir des alternatives en cas de crise. C'est le cas d'ailleurs sur les grands marchés du type céréales, oléagineux ou sucre. C'est moins le cas, par exemple, dans un marché comme le riz, où la partie de la production qui est échangée est plus faible, et donc où les mouvements de prix ont beaucoup plus rapidement des conséquences sur la sécurité alimentaire des populations, notamment les plus pauvres. Et puis, il y a aussi un mérite à l'ouverture des échanges en matière agroalimentaire, c'est que c'est là que les pays en développement, en général, ont des avantages comparatifs dont il est normal qu'ils aspirent à profiter. Il y a aussi de bonnes raisons d'avoir un volet de protection. D'abord parce que, et je n'ai pas le temps de m'étendre, les vertus qu'on prête en général à la Division internationale du travail ne sont pas forcément pourvues dans le cas de l'agriculture, qui comporte un certain nombre de spécificités, comme la non-mobilité du capital, comme les saisons, comme le fait que quand vous avez planté quelque chose, vous ne pouvez pas vous arrêter en cours de route si ça se vend mal. Je n'insiste pas. Et d'autre part, parce que l'agriculture et l'alimentation est une ressource absolument essentielle sur le plan de la vie, et donc avec une très grande sensibilité politique, qu'il s'agisse d'ailleurs des producteurs ou des consommateurs. Et donc, ce sujet, quel est le bon équilibre, est, à mon avis, central, et c'est la clé d'une sécurité alimentaire pour l'avenir. J'en viens au niveau européen pour ne pas être trop long. À mon avis, la vraie question, effectivement, c'est le problème du verdissement, qui est le principal problème, pas le seul, je vais en évoquer un ou deux autres.
qui tient du fait que le système agroalimentaire européen est en retard sur la transition climatique et en matière de biodiversité, compte tenu d'une empreinte environnementale dans ces deux domaines qui reste excessive. Et du point de vue de la marche du pacte vert européen et de la décarbonation des économies, l'agroalimentaire est en retard sur le reste des systèmes de production de biens et de services. Il n'y a pas, à mon avis, de problème quantitatif, ni même vraiment qualitatif au niveau européen. Nous avons un excédent commercial tout à fait copieux et qui a d'ailleurs considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Les accords commerciaux, de mon point de vue, nous y reviendrons sans doute, ne sont pas un problème. Aucun des accords, soit multilatéraux, soit bilatéraux, dans lesquels s'est engagée l'Union européenne, n'a résulté dans autre chose qu'un bénéfice pour l'économie européenne, y compris sur le plan agricole. Les défis, à mon avis, sont ailleurs. Il y en a deux dans les années à venir. Le premier, c'est un défi budgétaire. On approche d'une révision de la programmation pluriannuelle du budget européen et il y a cette fois-ci d'autres priorités qui se sont imposées, pas forcément d'ailleurs parce qu'on souhaitait, comme la guerre en Ukraine, la nécessité de se muscler sur le plan de la défense, sur le plan de la politique industrielle. Et donc la partie du budget européen qui est consacrée au soutien et qui est, comme vous le savez, assez considérable, va être en concurrence avec d'autres priorités, ce qui augure de discussions politiques difficiles. Et puis par ailleurs, nous avons un élargissement dans le tuyau avec un pays qui, s'il rejoignait l'Union européenne, en serait le lendemain la principale puissance agricole, qui s'appelle l'Ukraine. Et il est inconcevable que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne dans l'état actuel de la politique agricole commune. Ça ferait exploser tous les compteurs. Bon. Et donc tout ceci, la nécessité environnementale et ses perspectives et budgétaires, probablement, de restrictions et d'adhésion de l'Ukraine, vont entraîner une réforme de la politique agricole commune. Il y a de bonnes raisons de la faire, mais il reste à en faire la plus grande partie, notamment en inventant des moyens qui aujourd'hui n'existent pas de rémunération de la performance environnementale d'une agriculture soutenable. On sait un peu pénaliser les externalités négatives. On ne sait pas aujourd'hui rémunérer les externalités positives, et ça, c'est un champ très important pour l'avenir. Et par ailleurs, je suis de ceux qui pensent qu'il faudra bien un jour rééquilibrer les aides entre les plus grandes exploitations et les plus petites. Ce sont des propositions de plafonnement que la Commission a faites depuis longtemps et auxquelles les États membres, à commencer par la France d'ailleurs, se sont toujours opposés. Je pense que le moment est venu de revenir sur cette question. Nous allons sans doute parler de problèmes de concurrence déloyale vis-à-vis d'un certain nombre d'importations. Je ne range pas ça dans les problèmes, puisque la législation, les règles européennes, imposent aux importations des normes qui sont les mêmes que celles de la production européenne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes de contrôle. Il y a des problèmes de contrôle. Simplement, les problèmes de contrôle sont de la responsabilité des États membres pour l'instant, et ils ont toujours soigneusement veillé à ce que les compétences européennes n'empiètent pas sur leur propre capacité de contrôle. Dernier point, pour terminer cette introduction, le niveau français. Je pense que l'essentiel de notre problème est un problème de compétitivité. Je ne crois pas que nous avons un problème de sécurité alimentaire, puisque l'Europe n'en a pas, nous n'en avons pas. Par contre, on constate depuis un certain nombre d'années une dégradation de la compétitivité agroalimentaire française. Il nous reste un solde positif, mais il est beaucoup moins important qu'il ne l'était par le passé. L'Espagne a un solde positif extérieur agroalimentaire qui est le double du nôtre, avec un tiers de superficie agricole en moins.
C'est dire que notre performance est devenue médiocre. Alors les causes, vous avez sans doute eu le temps de vous pencher longuement sur cette question. De mon point de vue, j'en vois 3 pour faire là aussi très simple, et c'est forcément trop simple. La première, c'est des coûts salariaux qui sont beaucoup plus importants que chez nos concurrents européens et a fortiori dans le reste du monde dans la plupart des cas. C'est vrai non seulement pour la production agricole, mais pour une grande partie de la filière qui dépend de l'industrie agroalimentaire et même de la distribution. Donc ça, c'est à mon avis le premier problème quand on regarde les chiffres. Le deuxième, ça tient, et c'est assez connu, et on en a entendu parler récemment, à la surtransposition des normes européennes de précaution dans le cas français en matière sanitaire, en matière phytosanitaire. C'est une réalité qui a été constatée, chiffrée à de nombreuses reprises. Elle est, de mon point de vue, regrettable. Et puis enfin, c'est effectivement le fait que par rapport à nos voisins, et nul n'est parfait, mais il subsiste des tensions permanentes à l'intérieur de la filière de production, de transformation, de distribution et de consommation, malgré, par exemple, des tentatives comme la loi Egalim. De ce point de vue-là, le système français, de mon point de vue, n'est pas au point quand on le compare à d'autres. Dernier point, pour ne pas rester seulement dans l'analyse et dans le diagnostic, 3 recommandations au niveau mondial. Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est d'un système plus performant, plus précis, mieux organisé, de prévention des crises agroalimentaires. Pour des raisons climatiques et d'autres, notamment géopolitiques, on l'a vu avec les guerres en Ukraine, nous allons au-devant de crises plus nombreuses, plus fortes. Il faut s'y préparer. Donc il y a un travail de prévention. Au niveau européen, je pense que l'urgence, c'est de sortir de la polarisation entre, en gros, les Verts et les représentants des professions agricoles qui a dominé la dernière législature. C'est ce qui explique ce qu'il faut bien appeler l'échec de la stratégie de la ferme à la fourchette que la Commission a proposée, mal pensée et mal gérée, de mon point de vue. Et donc là, il faut d'urgence revenir sur cette question. Sans doute faut-il, je l'ai dit, accélérer la mutation des systèmes d'aide vers des pratiques environnementales meilleures, et puis sans doute aussi réorganiser les disciplines sur les contrôles, et je suis en faveur de dispositifs européens qui obligeraient les États membres à faire des contrôles. Enfin, sur le plan français, je pense qu'il faut résister à la tentation du recouplage des aides, à laquelle la France a cédé depuis quelque temps. Pourquoi ? Parce que le recouplage des aides, c'est donner à nos concurrents qui ont des facilités budgétaires meilleures que les nôtres, des avantages comparatifs dans les secteurs où nous en avons. Je prends un exemple qui est le sucre, dans lequel on a rendu, grâce au recouplage national qui a été autorisé au cours de la dernière réforme, on a donc donné à nos concurrents européens des moyens qu'ils n'avaient pas de nous faire concurrence. Je pense que ce n'est pas la bonne voie. Et enfin, je pense qu'il faut, mais ça c'est une question un peu plus générale, je pense qu'il vaut mieux mettre en valeur dans nos avantages comparatifs. On en a 2 gros. Un, c'est le faible prix de notre foncier, en relatif. Et le deuxième, c'est la très grande qualité de notre recherche agronomique. Et là, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour que la qualité de ce que produit notre science agronomique soit mise à la service d'une meilleure performance du système français. Voilà, inévitablement schématique, c'est la loi du genre pour ce genre d'exposé contraint par le temps, mais il va de soi que je suis maintenant disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci pour votre attention. Merci.